Allez, c'est parti. Normalement, on est live. On attend quelques secondes. Il est 11h44. Dans une minute, on va pouvoir démarrer notre webinaire. Yacine, t'es prêt? Super. Il est 11h45, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire express. Le thème du jour, comment gérer efficacement un dossier sinistre automobile. Vous connaissez la promesse de nos webinaires. 15 minutes maximum, du 100% opérationnel. Notre temps à tous est précieux. Je suis Amaury Delacroix, le directeur commercial de Théorème. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagnés par Yacine Amokran, un de nos experts indemnisation automobile. Bonjour à tous. Voilà, le principe du webinaire est, vous le connaissez, sur le côté droit de votre écran, vous avez un chat dans lequel vous pouvez exprimer vos émotions, vous pouvez poser vos questions et on se fera fort d'y répondre à l'issue du webinaire. Je vois qu'on est déjà quasiment 6000 connectés, c'est incroyable. N'hésitez pas à relayer le webinaire à votre entourage. Allez, on attaque, on rentre directement dans le vif du sujet. Quand le sinistre survient, il y a une première question qui se pose, Yacine. Faut-il déclarer le dossier à mon assureur? Vaste question. Ouais, effectivement, pour répondre à cette première question, on va distinguer les sinistres avec tiers et les sinistres sans tiers dans un premier temps. Donc, pour que tout le monde soit OK, un sinistre avec tiers, c'est un sinistre qui implique une autre personne que le conducteur. Ça peut être un passager, ça peut être une personne extérieure au véhicule. Les dossiers sans tiers sont donc tous les autres. Effectivement. Donc, pour les dossiers avec tiers, il faut effectivement déclarer tous les sinistres, quel que soit le montant du préjudice. C'est une obligation légale. Pour les sinistres sans tiers, il y a un certain arbitrage à faire avant de déclarer le sinistre il va dépendre du montant de ma franchise. Effectivement, il va pas être opportun de déclarer un sinistre qui est sous ma franchise ou légèrement au-dessus de ma franchise. Effectivement, elle aura pour conséquence d'augmenter ma fréquence sinistre et pour le coup, ma cotisation en fin d'année. Mécanique. Dans les deux cas, il y a un délai légal à respecter qui est convenu par le Code des assurances, qui est de 5 jours pour l'ensemble des dossiers et 2 jours pour les dossiers vol. OK, d'accord. Et alors, que se passe-t-il si je déclare mon dossier au-delà de ce délai de 5 jours, ou de 48 heures pour les vols? Est-ce que l'assureur va m'opposer une déchéance de garantie et me dire qu'il ne couvre pas le dossier? Alors, dans la vraie vie, dans la vraie vie, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, pour pouvoir opposer une déchéance de garantie, l'assureur devra nous éprouver que notre déclaration tardive lui a causé un préjudice et dans ce cas, il ne peut pas nous proposer une déchéance de garantie. OK. Compris. Merci Yacine. Maintenant que l'on sait si l'on doit déclarer le sinistre, l'autre question naturelle, c'est que faut-il comme élément pour administrer un dossier sinistre? Alors là encore, je vais distinguer les sinistres avec tiers et les sinistres sans tiers. Donc les sinistres avec tiers, généralement, on reprend le constat amiable que tout le monde connaît, qui reprend l'ensemble des informations sur la partie adverse. On voit derrière nous qui est un constat européen. C'est ça. Donc il existe dans l'ensemble des pays d'Europe dans la langue, mais au moins chaque case est au même endroit. Donc même si vous avez un sinistre avec un Allemand, chacun peut remplir le document sans difficulté. C'est bien ça. Et du coup, il reprend l'ensemble des informations. Mais techniquement, si on n'a pas à la main ce constat-là, une feuille blanche qui reprend l'ensemble de ces éléments-là est largement suffisante pour l'assureur. Même si ça tend un petit peu à se développer, mais il y a également le e-constat qui est disponible via une application mobile et permet de nous faire une déclaration au même titre que celle-ci. Ok, d'accord. Situation pas amusante en tant que conducteur. Que se passe-t-il si le tiers fuit, délit de fuite, ou pour une raison X ou Y, peut-être qu'il est en état d'ébriété, peut-être qu'il a plus son permis, en tout cas, peu importe, il ne souhaite pas remplir le constat amiable, ou il ne souhaite pas le signer en bas. On fait comment? Dans ce cas-là, il y a plusieurs enjeux. L'enjeu numéro 1, ça va être de recueillir le maximum d'informations sur la partie adverse. Ça peut passer par l'immatriculation du véhicule, une photo du véhicule, le petit macaron qu'on a sur le pare-brise de la carte verte qui va permettre d'identifier son assureur, ou l'identité du tiers dans les cas lors que c'est possible. Le deuxième enjeu, ça va être de recueillir les circonstances de l'accident et de prouver la matérialité des faits. Donc, la matérialité des faits, c'est derrière, c'est la responsabilité, mais qui a fait quoi dans le dossier? C'est ça. Voilà, c'est ça. Et dans ce cas-là, on a souvent recours à un témoin, donc un témoin extérieur, attention. Il ne doit pas être dans le véhicule ni être un membre de sa famille. Et voilà. Ok, d'accord. Et autre cas compliqué, vous ne trouvez pas de carte verte sur le pare-brise du tiers, il n'est pas assuré. C'est le cas aujourd'hui de quasiment 10% des véhicules en circulation.
On fait comment? Alors, ce cas arrive de plus en plus, malheureusement, parce que c'est pour ça que souvent il y a des délits de fuite. Alors, il y a quand même la possibilité au courtier ou à l'assureur de faire intervenir le fonds de garantie des assurances, qui lui va permettre d'indemniser un assuré qui est des victimes d'une personne qui n'a pas été assurée. Toutefois, attention, il y a certaines conditions à respecter, et notamment celles qu'on a évoquées, donc avoir l'identité du tiers et prouver la matérialité des faits. Et le fonds de garantie, c'est une partie des taxes prélevées sur les primes d'assurance qui viennent alimenter ce fonds. Je crois que c'est 5% de la prime RC, de responsabilité civile. D'accord. C'est compris. Merci Yacine. Autre thème important, maintenant qu'on a fourni les éléments pour instruire le dossier, c'est l'expertise. L'expertise, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, l'expertise? Alors, l'expertise, le courtier missionne un expert et donc on a 3 types d'expertise aujourd'hui sur le marché, qui va être l'expertise terrain. Donc, dans ce cas-là, effectivement, l'expert se déplace directement dans le lieu d'immobilisation du garage ou chez l'assuré. Il y a l'expertise à distance, donc qui est réalisée directement par un réparateur, et c'est sous forme de photos qui sont envoyées à l'expert, qui permettent de limiter l'immobilisation à une dizaine de minutes à peu près. D'accord. Chez Theorem, on a développé aussi une application mobile qui permet à un collaborateur de faire lui-même les photos de son véhicule qui sont transmises directement à l'expert. C'est pas mal ça, parce que ça évite le déplacement au garage. Donc un déplacement en garage, ça prend vite 3-4 heures. Là, le conducteur peut le faire quand il le souhaite, de chez lui, à n'importe quelle heure. Les photos sont prises avec son téléphone et on les envoie à l'expert directement. C'est bien ça. Très pratique. OK. Même chose en termes de délai. On a combien de temps pour réaliser l'expertise et qu'est-ce que tu recommandes? Alors, sur l'expertise, nous, on recommande effectivement à ce qu'elle soit réalisée rapidement après le sinistre, car il y a des cas où ça arrive qu'on a un suraccident, et là, on peut avoir des difficultés à se faire indemniser son premier sinistre. Pourquoi? Parce que l'expert ne va pas être capable de distinguer les dommages qui relèvent du premier sinistre du deuxième, puisqu'il n'y a pas eu une photographie avant le deuxième sinistre. Effectivement, il y a certains dommages qui peuvent cacher d'autres et on peut être privé d'une indemnisation. OK. D'accord. Et derrière, une fois que l'expertise a eu lieu, grosso modo, ça arrive en combien de temps, le rapport de l'expert, de ton expérience? Sur le rapport, on est à peu près sur une dizaine de jours. Toutefois, pour réclamer après expertise l'indemnisation de son préjudice, on a un délai de 2 ans. Ah, grand sujet, l'indemnisation, point ô combien important. Quel rôle joue l'expert dans l'indemnisation? C'est lui qui fait le chèque? Alors, l'expert, là, il est missionné uniquement pour chiffrer les dommages. Donc, il va directement chez le réparateur et il va chiffrer les postes de réparation, le coût de la main-d'œuvre et l'ensemble des pièces à remplacer. OK. Situation compliquée, l'expert dit ça vaut 1000, le garagiste dit ça vaut 1500. Comment on fait? On coupe la poire en deux? Comment ça se traite? Alors, ça ne se passe pas comme ça. Il y a effectivement une communication qui est faite, il y a des échanges qui sont faits entre le réparateur et l'expert qui permettent la majorité du temps quand même à trouver un accord. Toutefois, si le cas arrive, on a toujours la possibilité de changer de garage, donc d'aller dans un garage autre agréé, souvent qui s'aligne avec le rapport d'expertise. Et vraiment, dans le dernier recours, l'assuré a quand même le choix de faire une contre-expertise qui restera à sa charge. Ça coûte combien? À peu près une centaine d'euros. Oui, donc il faut que le désaccord porte sur un montant suffisamment significatif pour justifier cette étape, on va dire, extrême. C'est bien ça. OK. Maintenant, j'y vois clair. On s'est mis d'accord sur le montant de l'indemnité. Comment se passe le règlement? Qui va payer la facture au garage? Alors, en tant que courtier ou en tant qu'assureur, on délivre souvent des prises en charge au réparateur. C'est un engagement formel du courtier sur la prise en charge de sa facture après la réparation de son véhicule. Donc, ça permet d'indemniser l'ensemble du sinistre. Et on va un peu plus loin chez Theorem en délivrant également des prises en charge qui couvrent aussi bien la franchise, et ce qui permet effectivement au collaborateur de n'avoir 0 frais au moment de la restitution de son véhicule. Et du coup, la facture va être envoyée au courtier, Theorem par exemple, et on va prendre le montant de la franchise dans les poches de l'assuré et prendre le montant de la garantie dans les poches de l'assureur et régler le garage. C'est bien ça. OK, d'accord. Maintenant, j'y vois clair. Je sais si je dois déclarer mon sinistre. Je sais ce que je dois fournir comme élément. J'ai compris comment se passe l'expertise. Je sais qui va payer la facture. Il y a 2 cas particuliers qu'on voulait aborder. Le premier, c'est le cas de l'épave. On en a une très belle en illustration derrière nous. Si l'expert déclare mon véhicule épave,
Comment se passe l'indemnisation? Alors, un expert va déclarer un véhicule épave dès lors que le montant des réparations va être proche ou supérieur à la VRAD. Ah! Horrible. VRAD. Ça veut dire quoi, VRAD déjà? Un véhicule de remplacement, valeur de remplacement à dire d'expert. D'accord. Donc, grosso modo, c'est la valeur économique du véhicule avant le sinistre. Donc, si mon véhicule avait 5 ans, il a évidemment une valeur minorée par rapport au prix d'achat. C'est bien ça. D'accord. Et donc, si le coût de la réparation est supérieur ou proche de cette VRAD, on fait quoi? Alors, quand c'est le cas, l'assureur va proposer 2 choix à l'assuré. La cession du véhicule. Dans ce cas-là, effectivement, l'assuré pourrait bénéficier d'une indemnisation sur la valeur remplacement à dire d'expert, moyennant des franchises si le sinistre en est assujetti, ou dans le deuxième cas, de conserver son véhicule. D'accord. Donc, ça arrive souvent, ça arrive parfois plutôt. D'accord. Et dans ce cas-là, il bénéficiera du montant de la VRAD, moins les franchises et moins l'épave qu'il va conserver, la valeur de son épave. OK. C'est bien compris, merci. Et toujours sur les dossiers épaves, j'entends souvent parler de sujets liés aux frais de gardiennage. Des frais de gardiennage qui dérapent 6 mois. Grosso modo, un gardiennage de véhicule dans un garage, ça coûte 30 € par jour. Donc 6 mois, ça fait 5 500 €. Comment ça se fait que ces gardiennages et ces frais de gardiennage dérapent? Et comment peut-on agir pour éviter ça? Alors, les frais de gardiennage, effectivement, c'est un réel sujet. Il s'explique souvent par un manque de communication entre l'assuré et son assureur sur le manque de le lieu d'émulation n'est pas identifié ou n'est pas connu, etc. Ou par le loueur qui ne nous informe pas ou qui manque de communication vis-à-vis d'experts. Et là, on peut se retrouver avec des délais plus longs et des frais de gardiennage. D'accord. OK. Donc chez Thorem, on a essayé d'alléger un petit peu ce problème-là. Donc, Pour avec éviter. les assureurs, on a mis en place tout ce qui est enlèvement à titre conservatoire, qui permet de limiter à l'expert de limiter les coûts. Et on a négocié aussi avec nos réseaux partenaires de garage l'annulation de ces coûts pendant un laps de temps. Et au-delà de ça, ils sont négociés et donc permettent de limiter nos coûts de frais de gardiennage si le cas arrive. C'est compris pour les épaves. J'ai un autre cas particulier, ce sera le dernier que je souhaitais aborder, c'est le cas des vols. Le cas des vols, que se passe-t-il si mon véhicule est volé? Il n'y a rien à expertiser puisqu'il n'y a plus de véhicule. Comment on fait? Alors, l'expert, lui, c'est des experts spécialisés qui, pour le coup, vont chiffrer sur des pièces qu'on leur communique, donc facture d'achat, contrôle technique, facture d'entretien, etc., et des photos du véhicule, enfin le maximum d'éléments qui permet à l'expert de chiffrer la bonne valeur du véhicule. D'accord. Donc, il ne faut pas laisser tous ces justificatifs-là dans le véhicule, Ouais, vaut mieux pas. puisqu'il n'y a plus rien à fournir le jour où le sinistre est volé, où le véhicule est volé. Je vais y arriver. Autre cas, on retrouve le véhicule, il n'y a pas de trace d'effraction. Est-ce que je vais devoir rembourser l'assureur? Non, alors ça, c'est un nouveau fléau et on le voit sur la vidéo qui se déroule derrière nous, qui est le vol électronique. Donc, effectivement, il y a 2 types de vols électroniques. Il y a le vol électronique où on va directement se brancher sur la prise du véhicule et démarrer électroniquement le véhicule. Alors, ce type de cas-là, il est généralement accepté par l'assureur parce que jurisprudence on fait que c'est quand même une effraction et donc on prend en charge. Et on a un second cas, et c'est celui vraiment qu'on voit sur la vidéo, où on va aller brouiller la clé sans contact et on va aller ouvrir le Aspirer le véhicule. signal de la clé, en fait, sans contact. C'est ça. Et là, dans ce cas-là, on va ouvrir le véhicule tout naturellement, les démarrer tout naturellement sans laisser aucune trace. Comme si on avait la vraie clé, donc il n'y a pas de trace d'effraction. Il n'y en a pas de trace. Et là, l'assureur, effectivement, peut refuser l'indemnisation en l'absence d'effraction quand le véhicule est retrouvé. Donc, mieux vaut dans ce cas-là que le véhicule ne soit pas retrouvé. OK. C'était hyper clair. Merci Yacine. En conclusion, on voulait partager 3 points importants avec vous. Le premier, un dossier sinistre implique énormément de personnes. Le conducteur, son employeur, son courtier, l'assureur, l'expert. Et si le dossier implique un tiers, vous avez le même nombre d'interlocuteurs multiplié par 2. Donc, un grain de sable vient vite se mettre dans le processus. Le point essentiel, c'est la communication. Donc vraiment, la communication dans un dossier, c'est la clé essentielle pour qu'il se passe bien. Deuxième information importante, la deuxième information importante, c'est le respect d'une procédure. Un dossier sinistre, c'est des étapes à franchir. Et donc nous, on vous recommande de mettre à disposition de vos conducteurs dans leur véhicule une petite procédure toute simple. Que faire en cas de sinistre? Mon véhicule est roulant, mon véhicule n'est pas roulant, avec le numéro d'assistance. Que faire en cas de vol, etc. On met à disposition des participants à ce webinaire un exemple modifiable au format Word que vous pouvez personnaliser
et que l'on vous invite grandement, si vous n'en avez pas aujourd'hui, à personnaliser et à fournir à vos conducteurs. Dernier conseil, pour ceux qui ont la chance d'avoir les services d'un courtier d'assurance, un courtier d'assurance, c'est un courtier conseil. La dimension conseil est fondamentale dans notre métier, donc vraiment, n'hésitez pas à solliciter votre courtier, n'hésitez pas à solliciter Théorème, on est évidemment à votre disposition si vous avez des questions sur un dossier sinistre en particulier, de manière générale sur une procédure, le courtier est là pour ça. Voilà, on est pile dans les 15 minutes. Merci à tous pour votre participation. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant à notre prochain webinaire qui a lieu le 14 avril. On va parler d'un autre sujet bien différent, celui des cyberrisques, ô combien d'actualité avec le conflit en Ukraine. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci Yassine. Merci à toi. Merci à toi.